Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes, les amis, c'est Loïc. Bienvenue dans 4 débats et un déconfinement, votre émission de débat pendant ce déconfinement qui pour l'instant se passe bien. Oui, mais que nous réserve le futur? Eh bien, aujourd'hui avec mes invités, on va essayer d'en parler, on va essayer de vous donner notre avis, un casting magnifique. Je commence par, vous le savez, mon petit préféré, votre petit préféré. Ça le met toute chose quand je dis ça. Salut mon Batmax. Salut Loïc, salut tout le monde. Journaliste pour CNews, vous l'avez déjà vu dans cette excellente émission qui s'appelle Tour de table. Effectivement, il était invité avec Pedro Canali juste après le virus est arrivé. Cause, conséquence, on ne saura jamais vraiment. Bonjour mon Guillaume. Bonjour Loïc, bonjour à tout le monde. Juste à côté, son complice, mon ami ancien joueur de poker professionnel. Il a eu la bonne idée et le bon goût, lui, de partir avec de l'argent aujourd'hui, entrepreneur à succès. Coucou mon Pedro. Salut Loïc, bonjour tout le monde. Elle est belle, oui, mais ce n'est qu'une de ses nombreuses qualités, car elle est aussi talentueuse, très talentueuse. Poker Report, vous allez suivre, c'est mademoiselle Florence Mazet. Merci. Toujours plus de compliments à chaque émission. Je vais revenir tout le temps. On est sur du love, et quand je dis on est sur du love, comment ne pas être love du patron du DSO, monsieur Alex Henry. Salut Loïc, salut à tous. Alors les amis, je suis ravi de vous avoir pour parler un petit peu d'avenir. Vous avez tous des métiers différents, vous êtes entrepreneurs, joueurs, journalistes sportifs aussi, avec pas mal de complications qu'il y a eu ces derniers temps, n'est-ce pas? Et on va essayer ensemble de voir un petit peu l'avenir. Bien, alors évidemment, je précise avant à tout le monde, on n'est pas médecin, on n'est pas virologue, et on ne voit pas l'avenir, sinon on serait plus riche. Mais l'idée, c'est ici de donner un peu notre sentiment, parce que ça a été extrêmement demandé par les gens, de voir un petit peu comment on pouvait voir les prochains mois. Au moment où on tourne, nous sommes le 22 mai ou le 23 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, évidemment, si vous regardez cette émission en 2021 et que nous sommes tous morts, eh bien, c'est qu'on s'est gouré. On commence, les amis. Premier débat. Le renouveau du poker online est-il durable? Et oui, parce que pendant qu'on était tous confinés, on s'est tous mis à jouer. Les chiffres sont impressionnants. Celui Winamax, entre autres, qui parle de 5 à 10 000 nouveaux comptes créés par jour. Alors, est-ce que d'après vous, maintenant qu'on est en déconfinement, est-ce que ce gros boom est durable? On va commencer par celui qui grind parmi nous, celui qui en monte des tonnes. Monsieur Batmax, ton avis là-dessus? Ouais. Alors déjà le renouveau du poker online, on va pas rentrer dans des considérations sémantiques, mais je pense pas qu'on puisse parler de renouveau. L'offre est la même, il y a rien qui a réellement changé dans le poker online, si ce n'est qu'il y a eu un regain d'activité avec effectivement beaucoup de création de comptes et beaucoup plus de joueurs sur les tables. Donc je redirigerai la question plutôt vers le regain du poker online est-il durable? Et pour répondre à cette question, je pense que je vais essayer de prendre la question en séparant deux groupes de joueurs. Le regain du poker online s'est fait premièrement par tous les joueurs. On va grossir le trait, on va dire les 25 ou 30 ans plus, qui connaissaient déjà le poker, qui avaient peut-être déjà un compte en 2012, 2013, qui pour plein de raisons ont décidé de moins jouer, se sont laissés emporter dans le flot de la vie et se sont éloignés du poker, et qui, par la force des choses, démunis d'activité pendant le confinement, se sont rappelés à leur passion du début de la décennie et ont réouvert un compte pour rejouer au poker. Bon, ça c'est évidemment formidable et on peut espérer qu'à court terme, certains de ces joueurs, en regoûtant au plaisir évidemment de notre jeu favori, continuent leur activité et continuent de kiffer jouer sur les tables online. Cependant, je pars quand même du principe que cette population de joueurs-là, elle a quitté le poker à un moment donné malgré tout et qu'on doit parier sur le fait qu'une grande partie de ceux qui ont créé un compte pendant le confinement ou qui se sont remis au poker risquent une nouvelle fois, peut-être au fur et à mesure, si on a une considération plutôt moyen-long terme, de se rééloigner un petit peu selon moi des tables. Donc le regain du poker online pour cette catégorie de joueurs-là, est-ce que c'est durable? Pour moi, j'ai plutôt
un gros doute, bien qu'évidemment je l'espère. D'ailleurs, petite parenthèse, les tables, là on est du coup, tu le disais à l'instant, le 23 mai, sont radicalement différentes en termes de volume de table et en termes de niveau général des tables d'il y a un mois et demi. Donc on observe déjà un virage, un demi-tour, malheureusement, pas total bien sûr, mais les tables ont déjà considérablement changé. En ce qui concerne l'autre catégorie de joueurs, et c'est peut-être là que c'est un petit peu plus intéressant, c'est qu'il y a bien sûr les 25 ans et moins, ceux qui finalement n'ont pas participé au boom du poker, bien évidemment lors de la légalisation de celui-ci des jeux en ligne en 2010, qui n'ont pas été la génération biberonnée par les cartes et qui peut-être ont d'autres passions aujourd'hui, le e-sport, etc., et qui ont découvert peut-être le poker, qui se sont plus fortement intéressés au poker et qui ont donc goûté à cette nouvelle passion. Je pense que pour cette catégorie de joueurs, les 25 ans et moins, on va dire vraiment les plus jeunes, ceux qui étaient mineurs, on va dire en 2010-2011, il est possible que sur cette catégorie de joueurs, on observe selon moi un véritable regain effectivement, et que certains d'entre eux évidemment vont s'éloigner, mais d'autres vont rester sur les tables, se sont découverts une passion et probablement resteront-ils en plus gros volume, à mon avis, sur les tables online à moyen et à long terme. Donc si je pense que le poker sort dans l'ensemble gagnant, et c'est un peu cynique de dire ça puisque la période était terrible, mais du confinement, eh bien pour moi le catalyseur c'est surtout effectivement les 25 ans et moins qui ont pu vraiment plus découvrir ce jeu qui nous passionne tous, et je m'attends à ce que l'effet soit le plus considérable sur cette population de joueurs. Et le mec, il nous a dit avant l'émission, je sais pas si je vais avoir un avis sur tout, les gars, j'ai un doute et tout, etc. Je peux rebondir, Loïc? Ah, mais rebondis, ma Flo. Parce que je suis pas du tout d'accord avec Batmax. Allez, bam. Moi, je pense qu'il y aura pas du tout un regain d'intérêt pour le poker ou un renouveau pour un renouveau du poker online. Et justement, par rapport à ce qu'il a abordé, en fait, déjà, effectivement, ça je suis d'accord avec lui, il y a déjà un tassement qui s'est orchestré, c'est-à-dire, oui, on a eu un pic de nouveaux comptes au début du confinement, qui après un mois est arrivé à un tassement. Ça a plus été le cas, ça s'est régulé, on va dire. On l'a vu sur certaines rooms où au final, le volume est resté... est redevenu comme c'était avant le confinement, ou un petit peu plus, mais pas dans des énormes proportions. Et surtout, là où je suis pas d'accord avec Badmax, c'est que moi je pense que les nouveaux joueurs ne vont pas forcément rester ou se retrouver. Alors peut-être ils se sont découvert une passion, et il y en aura quelques-uns qui vont rester, et tant mieux. Mais je pense que le niveau étant globalement bien plus élevé maintenant qu'il y a plusieurs années, c'est beaucoup plus compliqué pour des nouveaux joueurs de s'inscrire dans un moyen terme maintenant, d'arriver et de devenir gagnant au poker sans travailler, sans penser, on en a déjà parlé, mais d'arriver et de rester sur les tables en se disant c'est cool, je gagne un peu d'argent, parce que si on arrive et que pendant 1 mois ou 2 mois on fait que perdre, ça donne pas envie de rester dans tous les cas. Et du coup, en fait, je pense que comme aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans, quand t'arrivais, c'était beaucoup plus facile de gagner rapidement, et donc ça donnait la motive de rester et de progresser, etc. Et donc, il y a eu ce boom. Mais maintenant, je pense que ce ne sera pas le cas, parce que les règles sont de plus en plus fortes, et que c'est beaucoup plus compliqué pour des nouveaux joueurs de se faire une place, et que ça va en décourager plus d'un. Et dernier point qui n'a pas été évoqué, et je pense que c'est le cas, je pense que le marché est plutôt mature en France, et que les gens qui se sont intéressés au poker ou qui vont voulu y rester sur du moyen et du long terme le font déjà, et qu'on a de toute façon atteint une sorte d'un marché mature qui fait que il n'y aura pas de renouveau du poker online. Guillaume. Ouais, moi je rejoins Florence, parce que je vais parler un peu de mon cas personnel. Dans mon entourage, j'ai personne qui m'a dit je me suis mis au poker. En revanche, j'ai des amis qui m'ont dit je me suis mis au poker, donc j'ai rouvert un compte, et ils ont joué de temps en temps. Ils ont pris une branlée. Voilà, ils ont joué tous les soirs pendant 2-3 semaines, recave 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après à partir d'aujourd'hui, on les voit déjà même plus sur les tables. Et même sur Winamax, les 2-3 premières semaines, les tournois privés, mais c'était phénoménal. Il y avait que ça. Et si tu te connectes ce soir sur Winamax, tu verras déjà la différence. Donc effectivement, il y a eu
C'était la petite mode du début du confinement. Allez, il n'y avait pas de paris sportifs, donc j'ai un peu d'argent, je vais aller jouer au poker. Et comme le disait Florence, le niveau est tel aujourd'hui que de se faire une place dans le milieu, c'est très très compliqué sans un minimum de connaissances, un minimum de travail, un minimum d'approfondissement du jeu. Là, tu peux pas t'improviser joueur du poker aujourd'hui du jour au lendemain. Donc, je pense qu'une fois que ces gens-là vont avoir mis 20, 30, 40, 100 euros, ils vont arrêter, ils vont reprendre leur petite vie normale et puis il restera les gens qu'on avait avant le confinement qui vont, eux, par contre, continuer à jouer au poker par plaisir, par passion. Mais je pense pas que le confinement ait pu susciter des vocations. Mais il y en aura forcément, bien sûr, hein, mais je pense pas qu'il y aura un boom comme on a pu avoir il y a 10 ans de ça. Et si je peux juste rajouter un dernier truc, et après je te laisse, c'est que aussi ce qu'il faut penser, c'est qu'on en avait parlé, je sais pas si vous vous rappelez, Batmax, on en avait notamment parlé plutôt au début du confinement, quand on parlait de ce boom et tout des joueurs, et j'avais pensé, et je pense que ça s'est un petit peu vu au final, que les personnes qui mettaient aussi de l'argent, les amateurs qui mettaient de l'argent parce que on leur privait de hobby, donc ils avaient une petite somme d'argent consacrée à ça, et que cette somme-là n'était pas non plus, qu'une fois qu'ils allaient perdre cette somme-là, ils allaient la perdre, ils pourraient plus se remettre à jouer, ils n'avaient pas une bankroll illimitée, et je pense qu'on l'a un petit peu vu parce que c'est ce qui s'est passé pendant un mois, il y a eu beaucoup de monde, les gens ont perdu l'argent et puis stop, après ils ont fait autre chose, et là maintenant qu'on est en période de déconfinement, qu'il faut repartir travailler, qu'il faut reconstruire pour beaucoup, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été dans des situations où soit au chômage partiel, enfin dans plein de choses où de toute façon ils vont retrouver un peu leur loisir d'avant. Donc la partie qu'ils vont consacrer au loisir, elle sera plus dans le poker, elle sera dans leur loisir d'avant. Et puis il y a tous ceux aussi qui économiquement vont être dans une situation où plus compliquée, où il va falloir travailler plus, où il va falloir faire beaucoup de choses et qui du coup n'auront plus économiquement non plus l'argent pour ça, quoi. Max, et donc, tu voulais dire quelque chose ? je rebondis avant de laisser bien sûr la parole à Pedro et Alex. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai peut-être pas été suffisamment nuancé dans ma réponse, j'imagine. J'ai pas dit que le regain du poker était définitif. J'ai au contraire expliqué que on va dire les 25 ou 30 ans et plus, ceux qui sont revenus vers le poker, qui sont sûrement la majorité des nouveaux joueurs qui sont revenus pendant le confinement, n'avaient pas vocation à moyen et à long terme, à mon avis, à rester, et que donc en ce qui les concernait, j'étais pas hyper confiant à ce niveau-là. Par contre, je vous trouve alors déjà, juste premier point concernant les 25 ans et moins, je pense que vous ne percevez peut-être pas à quel point cette catégorie de joueurs-là, peut-être parce que je ne sais pas si vous avez moins dans votre entourage ou quoi, ce qui veut dire c'est que vous êtes vieux, vous. Oui. Non, ça n'a rien à voir. À mon avis, j'ai à peu près le même âge que vous, mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont de jeunes, qui sont... Certains connaissaient même pas les règles du poker avant le confinement. Moi, je sais que j'ai beaucoup de cousins, j'ai une grande famille, et beaucoup se sont intéressés au poker comme moi je m'y étais intéressé par hasard il y a 10 ans en fait. Et je pense que ça aura créé pas mal de curiosité chez les 25 ans et moins, et je suis assez convaincu que sur eux il peut vraiment y avoir un effet moyen long terme positif pour nous. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est que vous avez un prisme de lecture horrible que je trouve un peu triste en ce qui concerne ce qui fait venir et ce qui fait partir les joueurs de poker. En gros, les joueurs de poker viennent avec des dollars plein les yeux en se disant je vais gagner, ils dépensent leur portefeuille et ils s'en vont la queue entre les jambes en se disant non, je ne jouerai plus jamais. Je pense que vous avez peut-être raison pour pas mal de joueurs, mais peut-être un prisme de lecture un peu pessimiste. Moi, j'ai commencé le poker, j'ai perdu quand même un certain temps à ce jeu, malheureusement, ne m'en déplaise, et ça ne m'a pas empêché de continuer parce que il y a autre chose qui entre en ligne de compte. Il y a les émotions, il y a la passion, il y a la stratégie, il y a la psychologie. Je ne vais pas vous refaire, bien sûr, le portrait de ce qui nous anime autour de ce jeu, et par conséquent, bien sûr que le facteur budget loisir, budget poker est déterminant, j'en conviens bien. Cependant, je pense que c'est pas le seul moteur qui fait que les joueurs jouent au poker, restent dans le poker ou peuvent rester dans le poker à moyen terme. Et donc, je vous rejoins pas tout à fait sur ce prisme de lecture-là qui me paraît un petit peu trop étroit et pessimiste. Cependant, voilà, je nuance bien ma réponse en disant non, je suis pas non plus euphorique sur l'effet moyen-long terme. Je m'imagine pas en 2010 ou en 2011. Et les tables actuellement fin mai nous le prouvent déjà
elles ont clairement reculé en termes de volume de joueurs et en termes de niveau de jeu. Par contre, ça s'est bien amélioré. Mais Badmax, je suis d'accord avec toi, mais juste la différence, donc il y a effectivement cette partie budget, loisirs, tout ça, mais aussi moi ce que je pensais, c'est que, et c'est ce que j'ai dit, c'est que du coup ces personnes-là qui sont intéressées, qui sont curieuses du poker et qui vont avoir envie de persévérer, ça va être plus compliqué, ce que je disais juste, c'est que ça va être plus compliqué pour elles aujourd'hui, à l'heure actuelle en 2020, qu'il y a quelques années quand toi tu as pu commencer le poker, parce qu'aujourd'hui c'est un fait, c'est vrai quand même, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué aujourd'hui de devenir gagnant et devenir fort au poker. Alors juste pour rebondir là-dessus très vite, hein, les amis, désolé, en NL5, en NL2, en NL10, pour prendre du cash game, ou en NTT 2 euros, 1 euro, le niveau est très bas. Et il était sûrement encore pire il y a 10 ans, mais voilà, il y a clairement possibilité aujourd'hui d'arriver sans des connaissances incroyables au poker et d'essayer de faire un peu de sous sur les plus basses limites. Le niveau reste assez faible selon moi. Deuxième point, finalement il y a 15 ans, et d'ailleurs Alexis Leipzger en parlait il y a quelques semaines dans 4 débats et un confinement, tu n'avais pas forcément de matériel pour progresser. Donc certes le niveau était beaucoup plus bas, mais tu n'avais rien en fait. Donc finalement c'était aussi dur qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Alexis, d'être gagnant, parce que t'avais un niveau plus bas, mais tu n'avais pas de matériel pour de toute façon progresser. Aujourd'hui, tu trouves des ressources partout. N'importe qui tape apprendre le poker sur Internet, et même sur YouTube d'ailleurs pour du contenu gratuit, va trouver des choses, si bien que le niveau est peut-être un petit peu plus élevé en basse limite qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais aussi l'accès au savoir est incroyablement plus simple et tout ça est plus démocratisé. Donc, bien sûr, ça c'est évident, et on perdra, il y aura un filtre, rien qu'avec ça en fait, il y aura un filtre puisque certains joueurs ne vont jamais faire cette démarche. Cependant... D'où le non-renouveau. Attendez, parce que un sage a parlé. Lui, il jouait au poker quand vous étiez pas né, d'accord? Alors, oula. Entendons le moment c'est pas gentil, ça. Non mais il a arrêté de vieillir vers 30 ans, c'est un vampire. Demandons à la sagesse. Pedro, ton avis sur tout ça? C'est vrai que moi, je jouais il y a 15 ans. C'est rigolo quand tu as dit les joueurs il y a 15 ans, ils n'avaient pas accès au savoir. C'est pas vrai, il y avait les Harrington. On disait ça et c'était bien. Super système, tout ça. Alors voilà. qu'aujourd'hui, ça ne servirait même pas à caler ta table, quoi. Exagère pas. Ouais, quand même. Moi, je rejoins beaucoup l'avis de Batmax, que je trouve très intéressant. Je pense quand même qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait pas tout le monde qui ait accès au savoir, enfin, qui se donne la peine d'avoir accès au savoir, avant, personne ne le faisait, c'était pas grave, et l'écart de niveau était assez faible. Et là, l'écart de niveau s'est creusé. Je voudrais quand même nuancer ça en disant que quand j'ai commencé le poker professionnellement, c'était en 2008, les vieux de la vieille, les gars du Team Winamax ou d'ailleurs, disaient putain, la chance qu'on avait, nous, quand on a commencé il y a 2 ans par rapport à toi, ou il y a 3 ans par rapport à toi, ou en 2004 pendant le vrai boom du poker à devenir pro. L'argent, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait qu'à se lever pour ramasser, il n'y avait qu'à se baisser. Et puis, quand est arrivée la nouvelle génération en 2012, c'est rigolo de dire la nouvelle génération en 2012, on leur disait, putain, tu sais pas la chance que nous, on avait en 2008, quand on a commencé, c'était vraiment facile. Et en 2016, il s'est passé la même chose. En 2018, j'y étais pas, mais je suis sûr qu'il s'est passé la même chose. Et en 2020, c'est vous, maintenant, les vieux, qui dites, ah ben ça y est, si vous saviez à l'époque, comme c'était facile par rapport à maintenant. Et je crois qu'effectivement, il y a l'accès au savoir, il y a les nouvelles stratégies, il y a les nouveaux logiciels, la GTO, etc., qui font que dans 10 ans, les gens disent la chance qu'on a eue de commencer en 2020, mon pote, parce que maintenant, en 2030, le poker, c'est devenu impossible de gagner. Donc ça, je pense que ça ne s'arrêtera pas, ça va ralentir ce phénomène, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ça s'arrête un jour. Je pense aussi qu'il y a eu une explosion pendant le confinement, que ça va ralentir, parce que les mêmes causes créent les mêmes conséquences, d'après moi. Et donc, après le boom de 2010, on a eu une lente déconfiture petit à petit, qui a fait que les gens n'ont pas réussi à garder, les professionnels du milieu n'ont pas réussi à garder les amateurs intéressés, le manque de gamification, des coins un peu trop élitistes, j'imagine, un poker pas assez social. En tout cas, c'est mon analyse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'après le déconfinement, le poker soit devenu plus fun pour une raison que j'imagine difficilement. Il n'y a pas de raison que le poker soit devenu plus social. Le poker bouge peu. Et donc, j'ai peur qu'effectivement, ça redescende très vite. Ouais. Alex, mon avis, je nuançais un petit peu tout, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec Backmax. Retour sur un renouveau du poker. Pas vraiment, puisque l'offre elle n'a pas changé en vérité, mais la demande a changé. La demande elle a changé, mais elle est différente
des nouvelles arrivées de joueurs qu'il y a eu les années précédentes. En 2010, s'il y avait un boom, c'est parce que tout le monde découvrait comment jouer au poker légalement. En 2004, s'il y en a eu un, c'est tout le monde a découvert comment jouer au poker en ligne. Là, tout le monde savait que le poker existait, tout le monde s'y est mis, donc c'est plus une question de budget. Enfin, moi-même, je suis vraiment pas je suis un vrai joueur perdant en ligne. Ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué. Pendant le confinement, j'ai redéposé mes, je sais plus, 200 balles que j'ai fait à coup de tournoi de 5, 10, 20 euros, et puis voilà, et on a cramé, et puis voilà. Je vous rassure, on a cramé aussi bien plus que 200 balles, hein, n'est-ce pas? Hop là. Non mais tu vois, c'est des habitudes de consommation, et c'est parce que au final on n'avait rien d'autre à faire, donc essayer de redécouvrir un petit peu, se dire voilà, il y avait des gros prize pools avec beaucoup de monde, donc autant essayer de se jeter dedans. Mais est-ce que quand je recommencerai à travailler, je recontinuerai à rejouer mes sessions du dimanche soir, c'est pas sûr. L'argent que les gens avaient sur les sites, les parieurs sportifs ou hippiques, ils avaient de l'argent sur ces sites-là parce qu'ils pariaient d'habitude et ils ont mis au poker. Une fois que le sport ou le hippisme reprend, ils vont les remettre sur le... Ouais, même rien qu'au niveau du temps libre, comme Alexandre le disait, le dimanche soir, il n'avait rien à faire. Alors que là, les gens, et on va regarder si le foot reprend, on va commencer à regarder le foot le dimanche soir, le samedi après-midi et tout. Donc, notre temps, effectivement, on aura beaucoup moins de temps libre, entre guillemets, même si c'est du temps libre pour regarder du sport à la télé. Mais voilà, je pense que les gens vont retourner vers leurs anciennes habitudes, entre guillemets, et vont remettre le poker derrière eux s'ils n'ont pas accroché et s'ils n'ont pas réussi à, on va pas dire gagner beaucoup d'argent, mais au moins se faire un petit pécule, quoi, histoire de dire pour qu'ils puissent avoir un regain, faut que les gens puissent accrocher. Et moi, je suis comme Florent, je pense que l'un des principaux facteurs pour qu'ils puissent accrocher, c'est l'argent. Si tu gagnes pas d'argent, tu fais qu'en perdre, tu vas pas rester accroché. Tu vas dire, bon, au bout d'un moment, tu vas accumuler les bad beats, tu vas accumuler la cash, tu vas dire, t'as les sensations pour moi, j'arrête. Quand même. De quoi? T'as les sensations aussi, justement, du tournoi. Moi, quand j'aurais déposé mes 200 euros, je me suis pas dit, je vais redevenir millionnaire sur le truc. Ce qui me non, bien sûr. C'est un peu une échappatoire. Quelques-uns, mais toi, Alex, pas la masse, t'es dans le milieu, t'es lucide. Voilà. Oui, mais en tant que joueur, je me classe vraiment dans la catégorie amateur. Voilà. Mais t'es amateur éclairé. Ça dépend comment tu l'abordes le jeu. Si tu l'abordes effectivement par plaisir ou si tu l'abordes pour effectivement gagner de l'argent, même si le but à la fin, c'est on veut tous gagner ou on veut tous se faire plaisir. Mais si toutes les semaines, tu es obligé de mettre 200 euros et à la fin, tu n'as même pas une petite sensation en disant j'ai fait une place payée, tu vois, les gens, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se lasser, quoi. Bien, messieurs, dames, on passe au second débat. Second débat, les amis, Poker Live. Trouver une solution ou attendre un vaccin. Je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux déjà votre avis, à vous tous qui nous regardez. J'ai été très étonné. Je vous avoue que je pensais qu'on allait tomber sur un 80-20. Non, attendons un vaccin. Pas du tout. On est plutôt sur un 60-40. Tant qu'on nous propose de la sécurité. Vivement notre retour aux tables. Alors, avant que je vous laisse parler, j'ai appelé François Ascourège, mon François, le bras droit d'Apo, le père du poker, notre père à tous, pour savoir un petit peu où ils en étaient, parce qu'Apo a fait plusieurs annonces, alors qui n'étaient pas des annonces concrètes, c'était des possibilités, des idées qu'il lançait pour essayer de voir pour le futur. Ils sont toujours en pleine réflexion avec évidemment les casinos et avec l'État français. Mais vous, votre avis à vous, est-ce qu'on doit attendre un vaccin ou est-ce qu'on peut commencer à envisager un retour aux tables avec tout l'aspect sanitaire qu'il y a derrière? Pour ça, on va demander à celui qui a vu ce qui se passait ailleurs et qui va nous expliquer d'ailleurs ce qu'il a vu là-bas. Alex, ton avis, c'est toi qui démarre pour le monologue. Alors déjà, tu fais référence à l'article que j'avais écrit sur... l'excellent article que je vous conseille d'aller lire. Merci beaucoup. Et ça partait juste d'un constat qui fait qu'il y a exactement un an, mi-avril, j'organisais mon premier tournoi à Taipei, à Taïwan. Et donc c'était la première fois que j'allais dans ce pays et que j'avais été à l'époque vraiment
pas choqué, mais impressionné par plusieurs mesures qu'ils mettaient en place, plusieurs mesures sanitaires, que ce soit le port du masque, même si c'est dans la culture asiatique, et puis surtout nettoyer les tables et tout le matériel après chaque journée. Et si ça m'avait, cette date anniversaire d'un an m'avait marqué, c'est parce que mi-avril, quand le monde entier était confiné, et ben, ce club à Taipei, qui est situé donc à même pas 400 km de Pékin, ils organisaient un tournoi avec 1600 joueurs physiques, live. Donc du coup, je me suis un petit peu intéressé à toute l'histoire de Taïwan que je connaissais pas, leur approche des crises sanitaires, leur historique, etc. Et donc je vous invite à découvrir tout ça dans l'article. Donc le poker, c'est juste une petite fenêtre pour découvrir un petit peu la société, mais juste dans les faits en tout cas, c'était impressionnant de voir qu'ils étaient encore en activité, qu'il y avait toujours autant de monde qui voulait continuer à venir. Et voilà. Et donc après, ça me faisait interroger et poser des questions par rapport à quel peut être le poker d'après en Europe. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? On attend le vaccin ou on rejoue, monsieur Alex? Alors ça dépend de chaque casino déjà, savoir si chaque casino peut ouvrir selon les pays, selon les endroits où ils vont le faire. Après, est-ce que les joueurs voudront rejouer? Comme tout le monde, j'ai vu toutes les mesures, ou la principale mesure que tous les casinos mondiaux sont en train de mettre en place, savoir ces carrés de plexiglas. Alors qui pour le coup, par contre, parce qu'il y a plusieurs journalistes en France qui l'ont publié, ces photos, je pense à Mathieu, entre autres, Soustrac, qui a publié des photos des premières tables, à quoi ça ressemblait, etc. Et là par contre, autant ma question à moi qui était vaccin ou aller jouer, les gens sont plutôt pour aller jouer, autant le plexiglas, il faut reconnaître une unanimité contre ce truc-là, assez impressionnante, quoi. Oui, c'est sûr. C'est vrai, quand on voyait les réactions des joueurs sur les réseaux sociaux, c'était incroyable. Incroyable en négativité, je comprends. Et je pensais vraiment que ça ne marcherait pas. Après, j'imagine que vous avez vu aussi cette semaine les casinos américains, c'est en Floride, mais qui ont réouvert. Ils jouaient, je crois, en 4 par table et ils étaient blindés, avec 100 personnes en liste d'attente. C'est incroyable. Après, encore une fois, je crois qu'il y avait aussi du 6 max. Hein. Je crois qu'ils étaient aussi plus. Ouais. J'avais pas vu. En tout cas, la photo de la salle est vraiment impressionnante de voir tous ces gens qui sont. C'est dingue. Bon, après, encore une fois, là, c'est le contraire de l'Asie. C'est encore une fois une autre culture. Le poker aux États-Unis, c'est un jeu social et humain. Et je pense qu'aux US, on peut aller jouer au poker comme en France, on va dans un restaurant. Donc, après, mais vous voyez l'idée. Donc, est-ce que ça sera la même chose si les casinos français, européens mettent ça en place? Est-ce qu'il y aura le même engouement? Je ne sais pas. Parce que, perso, quand je vais jouer en live aussi, je m'attends à avoir un côté social. Ça, clairement, c'est dur. Après, sur l'aspect un peu sanitaire et le fond de ta question, savoir est-ce que les joueurs ont plus peur? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à aller rééchanger, s'asseoir surtout pendant toute une journée à côté de 4 ou 6 personnes qu'on ne connaît pas, échanger des cartes et des jetons avec eux. Ça paraît quand même vraiment un peu lointain tout ça aujourd'hui, quoi. Donc là, c'est plus compliqué, mais quand on voit, ça revient à peu près à la même question sur j'imagine toi, Loïc, que tu te poses sur les concerts, comment refaire des concerts aujourd'hui et avoir les choses évoluent. Tu vois, moi aussi, je rêve de retourner à un concert quand, par exemple, il y avait il y a 2 semaines le concert de David Guetta, tu vois, qu'il y avait sur Internet. Jamais de ma vie, je me serais imaginé participer, danser dans mon salon un concert de David Guetta online. Les choses évoluent, les mentalités évoluent et aujourd'hui, pour amener de nouvelles innovations ou des choses, des solutions, alors qui sont un petit peu hélas trouvées au dernier moment, c'est les solutions qui sont trouvées dans la précipitation, c'est sûr, mais je pense que toute solution est bonne à mettre en place. Moi là aujourd'hui je travaille avec une salle de jeu internationale sur un projet pour organiser le premier tournoi post-Covid. L'idée en fait serait de prendre le contre-pied du schéma européen, pas français, pas dans un marché légalisé.
Ça serait prendre le contre-pied du schéma, du format de tournoi classique aujourd'hui, c'est-à-dire que grosso modo, les joueurs se qualifient en ligne pour après se déplacer et aller jouer dans des casinos live. Là, l'idée, ça serait d'essayer de créer un réseau de casinos, créer un réseau de casinos en Europe qui organiserait tous un premier D1. Donc autant de D1 sur une durée de temps, ça peut se faire sur 2-3 semaines, organiser 5, 10, 15, 20 D1, qui font tous la même durée de niveau. Tous les joueurs se retrouvent, parce que de toute façon là on est d'accord, quoi qu'il arrive, même si la plupart des casinos européens réouvrent, que ce soit dans 1, 2, 3, 6 mois, les gens ne pourront pas trop voyager, donc on sera toujours limité à aller jouer dans notre casino local ou notre casino régional, en tout cas celui qu'on a à proximité. Et donc que tous les joueurs jouent à ce D1 dans leur casino local et qui reviennent dans le casino pour participer au D2 qui sera joué online, donc où ils joueront le stack avec lequel ils ont fini le tournoi live, avec tous les autres participants dans les autres casinos européens. Donc c'est une solution de fortune aussi. C'est complètement différent parce que ça veut dire faire pousser des joueurs à revenir dans les casinos pour jouer online, donc c'est un petit peu c'est bizarre. Donc oui, c'est un nouveau schéma qui est moderne, c'est très compliqué à mettre en place, mais c'est, tu vois, une des solutions que on envisage. Voilà, donc on met en place. On a déjà le partenaire en ligne, on D'accord, a les casinos. C'est une vraie solution très avancée, quoi. Ouais, bah tu vois, c'est que c'est un nouveau schéma, quoi. Okay. Un truc qui est si vous avez sorti ça il y a 6 mois. Oui, on t'aurait dit, est-ce que finalement l'alcool, ça serait pas le temps parce que t'as pas trop fumé, quoi. Ouais. Et quand je vous dis ça aujourd'hui, comme je le dis à tous les casinos à qui j'en ai parlé, ils me disent c'est génial, l'opérateur il a adoré, et est-ce qu'il y aura un engouement des joueurs, j'espère, je sais pas, ça dépend aussi comment est-ce qu'on va le mettre en place. Oui, sachant qu'on a des tas d'inconnus, c'est-à-dire on réfléchit à ça, quand tu parlais pour moi la musique, c'est-à-dire on réfléchit à ça aujourd'hui, ça se trouve dans 3 mois... tout est fini, ça se trouve dans 3 mois, on est tous reconfinés, quoi. C'est-à-dire, Alors, soit dans 3 mois, on est tous reconfinés, ou soit dans 3 mois, il n'y a plus de virus. Et tu vois, en l'occurrence, tous les casinos qui ont acheté leur plexiglas, qu'est-ce que tu te retrouves avec tu vois, tout le matériel. Une tonne de plexiglas pour que dalle. Et c'est pas facile à revendre, le plexiglas. Florence. C'est une question... Enfin, moi, je pense que ce que je vais dire, ça va être dur. Mais bon, déjà, dans les conditions actuelles, je ne vois évidemment pas comment on peut rejouer en live. Mais genre, même pas du tout. Ce qui se passe actuellement en Floride, quand je vois les mecs, là où en sont les États-Unis aujourd'hui, où c'est encore... Oui, ça paraît fou, très, c'est qu'en plus aux États-Unis, c'est la catastrophe sanitaire. Non, mais ils sont encore dans des pics et tout, et ils se disent, non, faut quand même qu'on réouvre nos casinos, on perd trop de thunes. Vas-y, on réouvre et on voit des listes d'attente de malades, des trucs. Enfin, bref, ça ne peut pas être une bonne chose. Je vois pas comment c'est possible. Dans ta question, c'était est-ce qu'on trouve une solution ou est-ce qu'on attend un vaccin ? Oui, bien sûr, le titre est provoque, mais l'idée, c'est ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que effectivement, l'attente, comme on le dit tous, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Tu dis aujourd'hui à des entreprises, à des casinos, à des organisateurs de tournois, ils vont pas attendre. Enfin, c'est super logique. T'es pas là à attendre, on va attendre, on sait pas, peut-être dans 1 an, il y aura un vaccin. C'est normal qu'ils essayent de mettre des solutions en place, parce que comme on est dans une inconnue, faut bien faire quelque chose en attendant, travailler, réfléchir, enfin voilà, c'est logique. Donc évidemment que on veut chercher des solutions pour avoir des mesures sanitaires très strictes, etc. et pour pouvoir reprendre un jour si on est dans des conditions où ça n'évolue pas et qu'on est obligé de faire avec. Donc ça, c'est logique. Maintenant... je pense qu'au final, ce qui ressort pas mal de ce que les gens disent, et je suis assez d'accord, c'est qu'il y a un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'évidemment que ce sera très bien, on espère qu'un jour, il y aura soit un vaccin, soit qu'on puisse rejouer dans des conditions beaucoup plus sociales, beaucoup plus sympathiques, beaucoup moins strictes, entre guillemets. Et voilà, ça tout le monde l'espère quelque part. Mais d'un autre côté, effectivement que à tout jamais, j'ai envie de dire, ça changera quand même notre façon de voir le tournoi live dans notamment les mesures sanitaires. Donc là, je te parle même pas du plexi, mais je te parle le fait d'être plus strict sur peut-être le lavage des... Voilà.
à la fois sur l'hygiène personnelle, mais aussi sur l'hygiène des jetons, des tables, tout ça. Ce qui est d'ailleurs, et je pense qu'il faut vraiment le préciser, c'est que c'était déjà quand même fait. C'est-à-dire faut pas croire, parce que j'entends plein de gens dire, genre les jetons c'était jamais lavé, les tables c'était jamais lavé. C'est pas vrai. C'était pas lavé tous les jours, mais bien sûr que c'était quand même lavé, bien sûr que, enfin voilà, il y avait déjà des mesures quand même d'hygiène et sanitaire. C'est pas genre, c'est juste qu'on n'en parlait pas, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler. Mais, et je le sais notamment chez Texas Poker, et tu le sais aussi Alex, je veux dire, ils nettoyaient régulièrement la jetonnerie, ils nettoyaient les tables, ils nettoyaient tout, et des paquets de cartes, enfin, il y avait déjà quelque chose. Alors là, on parle de choses plus strictes et peut-être plus dans le temps, plus régulières, mais c'était déjà fait. Donc voilà, donc ce sera sûrement un mix des deux. On ne peut pas juste attendre, mais on ne peut pas non plus en avoir rien à faire, et effectivement, il faut de toute façon trouver des solutions. Après, il y a un autre point où là, et je pense que je comprends Alex sur tout ce qu'il dit, mais qui pour moi fait que de toute façon on ne pourra pas, le poker live de demain, ça pourra jamais y avoir une affluence comme il y a eu ces dernières années si on met des plexiglas, l'obligation des masques, les pauses coupées, je sais pas combien de temps, parce que ça reste, même moi, ça reste, les tournois live, ça reste un truc social où tu as envie d'arriver, de parler avec des gens, enfin, je sais pas, d'être dans un... C'est une ambiance aussi, tu vois, genre même moi demain... non, regarde, non, si mais- Certaines personnes, pas pour tout le monde. Hein. À mon avis, si tu veux. Pedro, vas-y. Pour je plein de gens, m'excuse, quand même. mais moi j'ai vu un patron de casino en ligne se faire arrêter par l'FBI. J'ai vu des gens mentir sur les garanties des tournois. J'ai vu des gens perdre pendant 25 ans. C'est pas un petit bout de plexiglas qui va empêcher les gens de jouer. À mon avis, Non, s'il y ça a va pas les une empêcher, mais affluence c'est pas drôle. Non, mais c'est que ça va incroyable réduire. dans les casinos avec Il le y a plein de plexiglas. joueurs qui viendront plus, quoi. Je sais pas, ça va peut-être un peu faire baisser la fréquentation, c'est possible, mais la queue qu'on voit aux États-Unis, je vois pas comment elle arriverait pas aussi en France à la réouverture. Non, mais Mais je déjà, me permets, tu peux pas accueillir le même nombre de personnes, déjà, Ouais. de base. Bien sûr, C'est mais pas ça va quand même possible créer des physiquement, queues, en fait. ça va quand même créer un engouement, et ceux qui vont réouvrir vont pas avoir un problème de fréquentation. Ils vont avoir un problème de J'aimerais place. bien, mais vraiment, je suis Plus pas de- du Non, tout. je crois pas. Je pense J'aimerais pas. bien, Moi, je suis pas du tout sûr, parce qu'on a une grosse part de clientèle de joueurs français, en l'occurrence, qui sont auto-entrepreneurs ou des artisans ou des commerçants. Qui vont souffrir de cette Ouais, crise. ça, je pense que Comme nous, on c'est, souffre d'ailleurs, évidemment. ouais, hein. clairement. Et ça sera pas le moment de venir mettre 200 € dans un tournoi. Voilà, la crise va arrêter Ça, les c'est gens, mais pas le différent, plexiglas. Ben, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine partie des gens qui seront quand même freinés par ça, parce qu'ils aiment venir jouer au poker, parce que voilà, parce que c'est un environnement sociable. Tu peux parler avec des gens, tu rencontres. Enfin, il y a plein de gens qui se sont rencontrés, qui font le circuit, un petit peu les petits buy-in d'Apo, par exemple, et puis qui aiment se retrouver à chaque tournoi, parler entre eux. Enfin, on le voit quand même sur les DSO, Alex. On le voit sur les petits tournois où il y a quand même une bonne ambiance aux tables. Tu rigoles, tu te fais voilà. Ouais, Enfin, je sais clairement, pas, et c'est pas plus pareil, un truc. non, On c'est parle pas sûr. d'un 5K EPT là. On parle de plus petits tournois. Et enfin voilà, moi clairement, et je pense que c'est pas juste mon cas, mais moi clairement demain, même genre par exemple venir même travailler, ça me paraît fou. C'est-à-dire qu'on va faire des photos à 15 mètres de distance, on va Est-ce que pouvoir tu venir dois parler. venir travailler sur Non, clairement non. Je te le dis, non. Donc, Déjà aujourd'hui, ça, non. et comme je dis Et à, en plus, c'est comme je dis à impossible. François, on va peut-être pas envoyer Sophie pour faire la photo du vainqueur avec son masque. Bah, tu vois, c'est ça. Mais ouais, non, exactement. Et puis même, genre, on pourra plus parler aux gens, on pourra plus. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un truc social. Enfin, déjà, notre taf, c'est un truc social, mais même, genre, les gens entre eux. Donc, voilà. Genre, moi, demain, là, on me dit, tu vas faire un 4 max. Déjà, un 4 max. Voilà, c'est un peu pour... 6 max, c'est cool, mais alors 4 max, voilà. Tu vas faire un 4 max avec des trucs en plexi. Il faut que tu mettes un masque pendant des heures. Enfin, un masque pendant des heures, c'est insupportable quand même. Hein. C'est genre, c'est chiant, quoi. Genre, il fait chaud et tout. Déjà, tu peux pas le mettre plus de peut-être 3 des heures, gants. normalement. Ouais, voilà, non, mais il faut changer. Peut-être enfin, ça demande tellement. Genre, moi, je me dis, mais attends, j'ai trop de. Il y a trop de trucs auxquels il faut que je pense, ça va me demander trop de trucs stricts, ben vas-y, flemme, je vais jouer online, tu vois. Genre, enfin... Guillaume, moi, je pense que je rejoins assez Pedro. Je pense que le joueur de poker est quelqu'un de passionné. Et en fait, quand tu es passionné, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu as envie de jouer au poker, tu iras jouer au poker. Tu as envie d'aller dehors. Là, on voyait, même pendant le confinement, si des gens avaient envie d'aller courir, ils allaient courir, peu importe. Ah, et puis ça, il y avait beaucoup de parties privées aussi. Hein. Ouais, non, ouais, mais oui, voilà, je vois toujours. Je pense que quand tu as une passion, tu trouves toujours un moyen, tu t'adaptes. Et les queues en Floride en sont la preuve. Je m'en souviens aussi, Alexis, pendant le confinement, avait tweeté. Il recevait des messages privés sur Twitter pour savoir si le club ou Marc était ouvert pendant le confinement. c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a une vraie attente de la part des joueurs
Et je pense pas que ça soit un bout de plexi qui puisse les arrêter. D'une catégorie de joueurs. Je dis pas qu'il n'y a pas moins de monde, je dis juste que si par exemple avec le plexi tu peux accueillir la moitié des gens d'habitude, il y a moins de la moitié des gens qui vont pas venir. Donc ta salle sera de toute façon à capacité pleine. Je pense, je rejoins cet avis aussi. Pour moi, je pense qu'à partir du moment où on dira aux gens vous pouvez retourner aller jouer au poker, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci et les tables seront pleines quoi qu'il arrive. Pleine de 4 au lieu d'être pleine de 8. Mais voilà, c'est ça. Si je peux me permettre un truc qui est une toute petite digression, mais où je pense qu'il y a quand même une vraie question par rapport à ça, c'est que le problème aussi, c'est que si... Donc effectivement, il y a des mesures, enfin c'est pas si, ce sera le cas, des mesures assez strictes de on ne peut être que 4 par table, il faut que les tournois durent, il y ait plus de pauses, etc. Enfin plein de choses, qu'on lave plus régulièrement, que ça prenne plus de temps. Est-ce que au final, quand on parle est-ce que ça vaut le coup de faire un tournoi Est-ce que exactement, est-ce que les organisateurs de tournois, tu peux nous répondre Alex, et les casinos vont vraiment le faire parce que c'est plus rentable. Enfin, aujourd'hui, tu fais un 200 balles live dans le sud de la France avec un certain rec et tout, c'est déjà, limite, la marge elle est vraiment hyper faible déjà. Ouais, mais ça c'est une autre question. Là, on se pose la question, oui, c'est de savoir si les joueurs de poker vont continuer à jouer au poker en live. Pour moi, ils n'arrêteront pas. Après, s'il y a plus d'offres, effectivement, là, si les organisateurs décident de plus le faire parce que pour eux, c'est pas rentable, ça, ok. Mais remarque, comme tu dis, Guillaume, ils iront peut-être en partie privée. Voilà, mais si c'est organisé, je pense pas que ça empêche. À partir du moment où un événement sera organisé, je pense qu'il y aura du monde pour y aller. Mais est-ce qu'on peut organiser un événement, c'est compliqué à savoir, quoi. Parce que quand tu vois aujourd'hui, si on n'a pas de date en France, déjà parce que forcément, on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Ensuite, à partir du moment où ça va réouvrir, le plus probable, c'est quand même que ce soit limité en nombre de personnes dans un établissement. Donc un casinotier, et si un casinotier il doit sélectionner 100 personnes à faire entrer chez lui, c'est en toute logique, il préfère faire entrer 100 personnes qui vont jouer aux machines à sous, qui seront tout seuls devant leur truc, plus un ou deux jeux de table avec sur je sais pas, une table de roulette, un joueur ou autre, plutôt que de mettre 6 mecs en poker qui vont créer des problèmes et qui vont rien ramener. Avant de passer à Bad Max, une question juste Alex, est-ce que tu crains, je la pose à tous d'ailleurs, mais est-ce que, plus précisément à toi tout de suite, est-ce que tu crains qu'à un moment donné, les casinos français se disent pas, on a perdu temps, les jeux de contrepartie, ça fait chier, on dégage tout, on met des machines en plus pour pouvoir accueillir du monde en plus? Non, parce que le poker, hier comme aujourd'hui, ça reste quand même un produit d'appel. Mais si tu peux plus appeler que 4 personnes au lieu de 10. Tant que c'est limité, oui, là ça peut être compliqué. Ouais. Enfin, je parlais sur l'après. Oui, tu veux dire l'après-virus, après tu es sûr que ça reprendra, mais. Par contre, tu as raison, ouais, sur l'après-confinement et donc vivre dans un monde où on est encore en crainte de tomber malade, là, ouais. Il y a une possibilité j'ai très peur de ça. Okay. Ouais, j'ai très peur de ça. Moi, à titre perso, j'ai fait un exercice qui est un peu dur, mais bon, il y a, c'est là où réellement j'ai. Un exercice fiscal, tu veux dire, parce que moi, ça devient dur aussi là, en ce moment. Là. Un exercice intellectuel, c'est de me dire que c'est fini, j'ai plus de DSO. Que ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est terminé, parce que même si on arrive à survivre à la crise, est-ce que je pourrais avoir encore une IBET, un opérateur qui fait des paris, qui n'a pas fait de paris depuis longtemps, qui va devoir refaire ses budgets pour l'année prochaine, est-ce que tout. Donc je me suis dit, histoire d'être au moins un peu plus tranquille et envisager le futur vraiment sereinement, il ne faut plus compter sur ce que j'avais. Ah donc tu veux dire que t'as fait des prévisions en te disant je peux avoir perdu ça. Ouais, j'ai plus. Enfin tout pour 2020-2021, poker entrée c'est 0. Alors, mais je pense qu'il faut être bien clair que je pense pas qu'Alex soit le seul qui pense ça. Ah non mais alors juste ce qu'Alex dit. Pour le coup, c'est marrant que tu aies fait ça. J'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, j'ai enlevé le poker, j'ai enlevé la musique. C'est-à-dire qu'il me restait que le conseil d'entreprise, c'est-à-dire moins de 10% de mon chiffre d'affaires. Donc là, j'ai appelé mon associé pour dire « Oh là là, dis donc la faillite, qu'est-ce que t'en penses ?» Là, on se bouge le cul. Ouais. Il faut faire autre chose, tu vois. Et c'est... Enfin, c'est pas... Bon, il faut le faire.
vraiment. Et c'est se préparer parce que bon, dans le pire des cas, ça redémarre et merci tout le monde. Et sinon, on s'est préparé à autre chose. Voilà. Et bon, c'est dommage, mais c'est la vie quand on est entrepreneur. Sur la situation actuelle. Mais je pense que ce que dit Alex n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser que peut-être demain, il y aura juste plus de tournois de poker live comme on l'a connu en France, parce que les organisateurs de tournois ne pourront pas financièrement, ils vont pas faire des tournois à perte, quoi. Genre déjà ils ont perdu assez d'argent comme ça, donc voilà, donc il y aura peut-être juste plus de tours. Donc c'est bien beau les histoires de plexi, de machin et tout, mais genre de base on pourra juste peut-être pas faire le tournoi en fait, et il y aura juste plus de tournois. Qui risque de s'éteindre. Non, clairement. Oui, c'est pour ça. Je suis pas du tout à pleurer ou quoi. C'est la vie, et tout cela. Donc, juste avant qu'on parle des marchés, juste Batmax, ton avis sur la première question. Oui, bien sûr. Bon, déjà, si vous regardez la vidéo en 2023, ne vous moquez pas, hein, on sait pas du tout où on va, donc c'est normal, je pense. C'est normal que tous les acteurs se posent des questions, et peut-être qu'évidemment, on a géré ça assez facilement, mais voilà, on est dans une situation ici qui est assez spécifique. Pour rebondir sur, du coup, les deux points principaux autour de la question, le premier, c'est la question aussi... logistiquement, si on arrive à trouver une solution, elle risque d'être contraignante. On parlait des plexiglas, etc. Moi, j'étais même pas au courant, donc vous me l'apprenez. Et c'est vrai que la question est, est-ce que ça pourrait freiner l'activité? Est-ce que ça pourrait empêcher certains joueurs de venir finalement rejouer au poker? Moi, je suis assez circonspect, c'est vrai, je pense que c'est possible. Je vais donner mon propre exemple, c'est le seul référentiel que j'ai pas l'expertise de mes amis, mais je sais que sur certaines plages, ils ont mis des cordes partout pour pour limiter des zones. Par exemple, à la Grande Motte, exactement. Rien que pour ça, rien que pour l'impact psychologique d'aller à la plage et d'avoir des cordes partout et d'avoir un espace restreint clairement identifié, j'ai pas envie d'aller à la plage. Donc, je voudrais déjà insister sur l'aspect psychologique. Moi, à retourner au poker dans des conditions particulières, exigeantes, ça me met aussi dans l'état d'esprit où tout n'est pas normal et où peut-être, alors moi je suis professionnel donc c'est différent, mais pour beaucoup de joueurs où le poker n'aura peut-être pas forcément sa place en fait dans un état d'esprit comme ça. Donc je pense que déjà ça peut limiter, alors pas les plus chevronnés comme le disait Pedro tout à l'heure, les plus passionnés ils reviendront clairement, mais je pense pas que 100% des joueurs qui s'inscrivent sur des 100 balles, des 200 balles, des 300 balles sont juste des passionnés qui joueront à tout prix et dans toutes les conditions. Donc il y a l'impact psychologique et il y a l'impact quand même physique que relevait Florence, avec le masque qui est juste hyper contraignant, etc., etc. Donc, moi, je suis assez circonspect, j'ai peur quand même que ça puisse être un facteur limitant et que ce soit un problème en soi. Concernant la question principale, donc, faut-il trouver une solution ou attendre un vaccin? Alors moi, je suis évidemment, comme vous tous, pas virologue, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui se passe et eux-mêmes ne le savent pas. Cependant, je trouve ça un petit peu inquiétant de se reposer sur une hypothèse totale, c'est-à-dire que le vaccin, on ne sait même pas si on en trouvera un jour, je regrette, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de virus pour lesquels on n'a juste pas de vaccin. Quand bien même on en trouve un, quelle sera son efficacité? Ce sera quand même des campagnes incroyablement massives. Enfin, bref, on l'a compris, il y a 1000 questions dans la question du vaccin, et du coup, conditionner un retour sur la base d'un vaccin, c'est quand même assez inquiétant, et on en revient un petit peu à ce que disait Alex tout à l'heure en disant je me prépare à tout. À côté de ça, du coup, tout de suite, on se dit, alors dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Mais c'est vrai que le poker, on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est par définition une des activités quand même les plus problématiques dans une conjoncture pareille. On est serrés les uns avec les autres autour d'une table, dans un lieu clos et confiné, en s'échangeant des objets à longueur de journée. C'est vraiment pas génial, et à partir de là, c'est vrai que ça paraît extrêmement compliqué de trouver une solution satisfaisante. Eu égard à cela, eh bien en fait, je n'ai pas de réponse. Je dirais que c'est simplement une aporie, c'est une équation insoluble. Je n'ai pas de réponse. J'ai envie, en fait, mon cœur dit, trouve une solution et vite retournons aux cartes. La raison me dit pas spécialement d'attendre un vaccin, mais me dit soit le plus prudent possible pour les joueurs, pour les proches des joueurs, pour les aînés, etc. Et je me retrouve finalement totalement bloqué. Je suis dans une voie sans issue, et je crois qu'on l'est un petit peu tous, et on attend la suite en fait. C'est beau quand tu parles. Pedro, tu disais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir se réinventer, plus généralement. Oui, il y a beaucoup de secteurs qui vont devoir se réinventer. Il y en a même qui vont peut-être disparaître. Est-ce que le poker de tournoi va en faire partie? Je ne sais pas. Peut-être
temporairement. En tout cas, je suis allé chercher la définition de aporie dans le dictionnaire et c'est vachement intéressant. C'est pas simple de la placer, ouais, ça là. Ouais, elle est pas facile. Je la tenterai la prochaine fois. En tout cas, c'est très intéressant comme analyse, encore une fois. Mais je crois que il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le hasard sauvage, dans lequel Nassim Taleb explique que il y a un biais du survivant et que ceux qui prédisent le futur et ceux qui battent les marchés financiers, en fait, c'est un peu du hasard. Et qu'après, on les reconnaît comme étant des génies de la finance ou des génies de la prédiction. Sauf qu'en fait, il faut bien des gens qui gagnent à pile ou face, même si tu en fais un tournoi à 1000 joueurs de pile ou face. Il y a un biais du survivant et on pense que certains avaient raison. Il y a aussi un article très intéressant en anglais sur comment prédire le futur et les chimpanzés qui lancent à l'aveugle des fléchettes, qui explique qu'ils ont pris beaucoup de données et des gens qui faisaient des prédictions sur les marchés, sur le futur, des experts, et que tu as autant de chances, un expert a autant de chances de dire juste sur le futur qu'un chimpanzé, les yeux bandés, qui lance des fléchettes sur est-ce que le marché va monter ou descendre, ou est-ce que il vaut mieux attendre la fin et trouver un virus, ou jouer avec du plexiglas. Donc je reprends un peu ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est très très difficile de prédire l'avenir, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour moi, dans tous les milieux, le poker y compris, il faut faire des petites expérimentations. Il n'y a pas d'autre choix que de essayer, tester et se tromper vite. Les gens font l'erreur de se tromper doucement et c'est le seul moyen de rater dans la vie, de rater ton objectif, c'est de se tromper doucement. Si tu te trompes vite et pas cher, tu peux pas te rater en fait. Tu finiras toujours par te relever et y arriver et à trouver la bonne solution. Tu l'as dit, il faut se tromper vite et pas cher, mais se tromper vite et pas cher. Exactement. C'est pas simple. Et quand il faut faire déplacer 20 personnes, payer les transports, les hôtels, le matériel, tout, ça coûte un peu d'argent. Il y a des solutions un petit peu créatives. Moi, je te conseillerais le bouquin Lean Startup de Eric Ries qui explique comment faire des tests rapides et pas chers quand tu as une idée ou une innovation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut essayer de se réunir, de faire marcher l'intelligence collective, de réfléchir ensemble, mais pas trop longtemps. Et à un moment donné, il faut se tester, il faut se lancer. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des réglementations sanitaires. Les casinos n'ont pas le droit de tout faire à l'heure actuelle, c'est pas simple. Mais pour les gens qui ont comme la chance, toi, de travailler pour l'Europe de l'étranger, ben voilà, tes expérimentations comme ce que tu es en train de faire avec ton tournoi online, live qui qualifie pour le live, je trouve que c'est une très très bonne initiative. Enfin, c'est pas encore dispo, c'est vraiment tendu à mettre en place quand même. Donc, Oh, ça va, c'est pas comme s'il y avait une pandémie. Alors, pas là-dessus, parce que pour le coup, dans l'esprit d'intelligence collective et ça, réfléchir avec des gens, c'est vrai que c'est en ce moment, c'est quand même idéal pour le faire, parce que tout le monde est dispo, personne ne peut dire qu'il n'était pas chez lui. Et réfléchir avec tout le monde à créer des solutions, ça, j'ai jamais eu autant de casinos qui m'ont ouvert les portes ou qui m'ont répondu que maintenant. Donc, ouais, et les gens sont prêts à essayer de travailler intelligemment. Question, excusez-moi, annexe là à Saint-La, puisqu'on est tous là. On a vu, et c'était très bien évidemment, des cagnottes pour les croupiers. On a vu pas mal, on a vu l'État qui essaie d'aider les casinos en essayant de les faire réouvrir, etc. Est-ce que les indépendants comme nous, que ce soit en journalisme, je pense à Mathieu Soustrac, bon évidemment à Flo, hein, mais je veux dire même à Mathieu qui a encore dit hier qu'il avait perdu 75% de son chiffre d'affaires avec le PSPC qui était annulé, les indépendants comme toi et moi, Alex, qui avons des entreprises, comme Apo, évidemment, et Texta Poker, ou même, et je pense à eux parce qu'alors là, on parle de millions, voire de dizaines de millions, les clubs de jeux à Paris. Est-ce qu'on n'est pas un peu les grands oubliés là de ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'on peut vraiment se plaindre, encore une fois, quand tu regardes tout enfin, je sais pas, au début, voilà, pareil, j'étais dépité parce que j'avais mon tournoi que finalement je pouvais pas faire. Enfin, je parle du début du confinement, je devais annuler, toute la suite du calendrier était tombée. Après, en vrai, j'ai un cousin qui est infirmier, une autre qui est infirmière, je passe 2 minutes avec eux au téléphone, ça calme. Voilà, tu balances les choses, quoi. Donc, on est les oubliés, oui. Enfin, en l'occurrence, d'ailleurs, non. Moi, en tant qu'entrepreneur habitant à Malte, je paye mes impôts ici depuis quasiment 5 ans. Et alors, ils ont eu un système qui était juste exceptionnel. J'ai fait une déclaration en ligne
le jeudi et le vendredi, ils avaient fait un virement sur le compte, quoi. Le gouvernement pour les mesures anti-Covid qu'ils ont faites. Donc, en France aussi, c'est ça qu'il faut dire, Loïc. Moi, je suis freelance, enfin, je suis auto-entrepreneur en France et j'ai eu le droit à une aide de l'État pour le manque à gagner des mois, enfin ces 2 derniers mois où on n'a eu absolument aucun revenu. J'ai eu droit à une aide de l'État. Donc on n'est pas oublié, les auto-entrepreneurs en France ont eu droit à quelque chose. Maintenant, effectivement, certaines entreprises, on parle comme toi Loïc qui a une entreprise, Alex, Texa Poker, voilà, on a parlé de ces gens à un petit peu plus grosse échelle que juste une personne auto-entrepreneur. Je ne pense pas qu'ils ont été oubliés là à l'heure actuelle. Par contre, est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir développer leur entreprise? Ça, c'est autre chose. Parce que peut-être que là, pour l'instant, ils peuvent survivre parce qu'ils peuvent avoir des aides, mais au bout d'un moment, les aides, elles vont s'arrêter une fois que tu vois, l'économie va repartir. Est-ce que là, ces entreprises vont pouvoir se relever? C'est ça la vraie question, en fait. C'est peut-être que sans aide et que sans pouvoir organiser de tournois, de choses, là, peut-être que non, effectivement. Mais c'est toujours la même chose. Il faut savoir ce que disait Alex, il faut savoir se réinventer. Si demain, il n'y a plus de tournoi live, que ce soit pour Mathieu ou pour les couvreurs comme moi, et qu'on peut plus, voilà, on va dire 70%, 80% de notre activité, on fera juste autre chose, quoi. On travaillera, on fera des articles online, on fera autre chose. Tu me parlais d'une carrière dans la couture. Peut-être plus dans le poker, d'ailleurs. Dans la couture, peut-être, c'est ça. La couture, non, ça me dit pas trop, mais coiffure. Chose, moi, je suis journaliste sportif de base, donc voilà, le sport, je retravaille dans le sport, je ferai d'autres choses. Donc, enfin voilà, on fera autre chose en fait. C'est juste ça, quoi. Mais effectivement. Ouais, ça. Regardez-nous, on est jeunes, intelligents, voilà. Tout. Non, mais nous, si on est condamné. Après des entreprises spécialisées là-dedans, effectivement, peut-être que. Voilà, Batmax, lui, il s'en branle, il a spin for win. Guillaume, pour conclure, toi qui es dans le côté sport, alors vous avez pris. Enfin, la France a pris des décisions beaucoup plus radicales que ses voisins. Ça peut aussi servir d'ailleurs dans le milieu du poker. Comment t'expliques qu'en France, on est tout coupé alors qu'ailleurs, on recommence à jouer? Tout simplement, on avait voulu éviter les risques. Maintenant, la grande question, c'est de savoir qui avait raison. Est-ce que c'était la France d'arrêter et éviter une contamination beaucoup plus grande, ou si c'est les autres championnats européens qui finalement ont pu se conclure sans trop de problèmes. Donc là, c'est pareil. Là aussi, on peut pas dire l'avenir. C'est un pari. Certains championnats ont pris le pari, ont fait le pari de reprendre. Après, il y a quand même encore beaucoup de réticences. Là, l'Allemagne a repris, mais bon, en Angleterre, en Italie, en Espagne, on se pose encore des questions. Le Portugal va bientôt reprendre aussi. Voilà, pour l'instant, c'est comme le poker, c'est un peu l'inconnu. Donc, pour l'instant, en Allemagne, ça a l'air de plutôt bien se passer. Maintenant, effectivement, on tirera les conclusions d'ici 1 ou 2 mois. On pourra voir vraiment si l'Allemagne a bien fait de reprendre son championnat ou si la France, de son côté, a bien fait d'interrompre le championnat de Ligue 1. Maintenant, voilà, il faut être devin pour savoir quel était le bon choix. Mais forcément, cette pandémie aura un impact sur toutes les compétitions sportives à l'avenir. Hein. Ça sera plus comme avant, ça, je pense que c'est une certitude. Donc voilà, maintenant on attend, on va voir et puis on tirera les conclusions de ce qui s'est passé. Et peut-être que on passera encore pour les dindons de la farce pour avoir arrêté le championnat, ou au contraire on dira la France a bien fait. Donc on attend et on verra bien ce que ça va donner. Hein. Troisième sujet, les amis, nouveau monde. Donc finalement, nouveaux acteurs. Et oui, parce qu'à chaque crise, il y a ses perdants, mais il y a aussi ses gagnants et ses nouveaux acteurs qui arrivent. La crise, justement, va-t-elle en amener dans notre business? On parle business, on parle avec Monsieur Alex Henry. Ton avis? Oula, je sais pas que c'était moi qui allais répondre en premier. Non, nouveaux acteurs, comme disait Pedro tout à l'heure, et ce que j'essaie de faire, ça sera de trouver des nouvelles solutions, nouveaux moyens, nouvelles technologies, nouveaux matériels. Donc s'il y a des nouveaux acteurs à attendre, je penserais peut-être de ce point de vue-là. Parce que comme on y a répondu au début, en fait le poker online, il n'a pas vraiment évolué, il n'a pas du tout évolué pendant cette crise. Les pauvres, ce qu'ils ont surtout essayé de faire, c'était pouvoir contenir et pouvoir continuer à accueillir autant de monde, mais en termes
d'offres pures, il n'y a pas grand-chose qui a changé ces dernières semaines. Par contre, le poker live doit nécessairement évoluer. C'est, je pense, soit des nouveaux acteurs qui vont apparaître, soit des acteurs qui existent déjà, qui devront faire preuve de créativité. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est surtout une question de durée, quoi. C'est-à-dire, si la crise est finie dans 3 mois, bah, des nouveaux acteurs, va pas y en avoir beaucoup, voire il va y en avoir pas du tout, parce qu'on se connaît tous, on est tous un petit marché, et que demain, on va pas aller chercher quelqu'un d'autre pour photographier que Sophie, on va pas aller chercher quelqu'un d'autre que Flo pour faire du coverage, on va pas aller chercher quelqu'un d'autre que toi, Alex, pour aller faire des SO, etc. Et j'ai l'impression que si par contre ça dure 4 ans et qu'entre-temps, on s'est tous renouvelés, on a tous coulé, quoi. C'est certain, hein, sans aucun doute, ça sera un facteur totalement déterminant. Et j'imagine que, pas seulement en ce qui concerne le poker live, mais en ce qui concerne l'événementiel en général, on va voir fleurir peut-être des boîtes de consulting justement en gestion de crise, gestion de paramètres sanitaires qui permettent le déroulement des événements en général. Je pense que ça, par exemple, ça peut être un marché qui s'ouvre, et pas seulement pour le poker live, pour l'événementiel en général. Mais encore une fois, effectivement, la condition, ce sera aussi la durée de cette crise. Donc tu as tout à fait raison là-dessus. Loïc, moi je veux... Mais vas-y Flo, je t'en prie. Je pense qu'au contraire, en fait, je pense que ça va renforcer les acteurs qui sont forts, et je pense notamment aux grosses rooms online, qui vont bénéficier du fait que certains tournois live se déclinent sur le online. Je pense notamment à Unibet, à Partycom et le réseau Party. Je pense aussi à des rooms émergentes comme GG Poker, qui bénéficient déjà d'une belle exposition en ce moment grâce au fait que les WSOP sont annulés ou reportés pour le moment, et qu'il y a les WSOP qui ont annoncé qu'ils allaient faire qui font des séries en ce moment, par exemple des WSOP circuits sur ce site. Donc je pense que les acteurs forts du milieu vont plutôt réussir à s'en sortir et bien s'en sortir, et que par contre pour les plus fragiles, ils vont juste s'écrouler, et que c'est comme ça que ça va en fait être régulé, quoi. Ok, Guillaume. Moi, je rejoins Batmax et Florent. Je pense que les nouveaux acteurs seront avant tout logistiques, en fait. Ça concernera toute la logistique pour l'organisation d'un tournoi live, sur les mesures sanitaires à prendre. Et effectivement, je pense que les rooms existantes, les grosses rooms, sortiront renforcées de cet épisode de crise, puisqu'on l'a vu, malgré tout, il y avait eu quand même un petit boom et un petit regain, enfin un bon regain d'activité du poker, et ça leur a permis un peu de se relancer. Enfin, je ne sais même pas s'ils avaient besoin de se relancer, mais au moins, voilà, ils n'ont pas souffert de cet épisode. Et effectivement, les petites entreprises, je pense qu'ils ont peut-être du mal à se relever. Voilà, je pense que à part ça, je pense pas qu'il y ait une révolution. Faut pas s'attendre. Je pense pas qu'il faille s'attendre à une révolution du poker après ces semaines de confinement, en tout cas. Et enfin, Pedro. Pas beaucoup mieux. Je pense qu'effectivement, les gens sur le sanitaire peuvent peut-être avoir une carte à jouer dans le paysage, qui vont pouvoir aider à ce nouveau type d'organisation. Moi, j'ai surtout une question, c'est est-ce que les chiffres de Twitch Poker ont augmenté ou pas? Considérablement. De quel ordre? De 100% Non, pas de 100%, mais des gros Twitchers. Je vais prendre le plus gros à l'heure actuelle, c'est Chance 44. Et lui, il passe de 700 personnes qui le suivent à parfois 1500, 1600, quoi. Ouais, donc on peut peut-être imaginer l'émergence de choses dans le digital qui peuvent se passer en dehors des rooms de poker. Voilà. Il y a eu un phénomène assez important pour être souligné, Loïc. Il y a 2 ou 3 jours, Lex Veldus, qui est un streamer pour PokerStars. Tu veux dire Lex Veldus, pour ceux qui n'ont pas d'accent? On a fait le meilleur score ever sur Twitch, avec quasiment 60 000 viewers. Et c'était pour la première fois, il était numéro 1 de tout Twitch. Et c'est la première fois qu'un stream poker, bon déjà c'était le meilleur, évidemment, score pour un stream poker, mais c'était la première fois qu'un stream poker était numéro 1 de tout Twitch, de l'histoire de Twitch. C'était il y a 3 jours, parce qu'il a deep run le main event Scoop. Oui, donc c'est après que le poker soit redescendu.
Lui, il a Ouais. fait ça. Donc, ça prouve que c'est peut-être pas les tables de jeux en ligne qui vont continuer à augmenter, puisque celles-là sont déjà en train de baisser. C'est plutôt l'entertainment et dans quelque chose dans le digital qui va prendre le relais. J'imagine aussi peut-être que quand on aura le droit à nouveau de se réunir, d'abord, j'imagine à 50, puis 100, puis 500 un jour, le team building poker dans les entreprises, c'est peut-être quelque chose qui peut repartir aussi, si on parle de nouveaux acteurs. Je sais pas. Alors, Les gens vont peut-être avoir envie de se réunir fort autour de ça. dernière question, les amis, qui m'est venue pendant qu'on était en train de discuter, justement. Le poker est-il un jeu vieillissant? Alors, pourquoi cette question? Eh bien, parce que je vous invite à aller le voir, ce fabuleux épisode de 4 débats et un confinement, avec, entre autres, Elki, Grégory Chauchon, j'en oublie, Benjamin Pollack, enfin bon, fabuleux, où Elki dit cette phrase excellente, quelque part, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, surtout pour quelqu'un d'aussi populaire. Le poker, il n'y a rien d'aussi chiant à regarder. Ce jeu, il a été designé n'importe comment. Pourquoi il dit ça? Entre autres parce que justement, il t'en parlait il y a quelques minutes, Flo. Il est maintenant chez GG Poker où il y a une vraie idée de gamification. Et la gamification, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai appris ce mot il y a quelques années en devenant ami intime avec monsieur Pedro Canali, qui lui était en train d'expliquer ça à des gens qui ne voulaient pas écouter. Alors Pedro, c'est à toi que je pose la question en premier. Le poker est-il un jeu vieillissant? Un peu, c'est un autre temps, un autre monde, à l'époque où il n'y avait pas le e-sport, à l'époque où on ne pouvait pas poser des dragons avec des explosions et des headshots en direct dans des jeux vidéo. C'est un jeu qui était intéressant à regarder. Enfin, ceux qui jouaient déjà en 2004-2010 se souviennent de High Stakes Poker notamment, qui était une émission qu'on adorait regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus le même type de média qu'on consomme. Voir des gens folder toute la journée, ça intéresse personne, donc on ne met plus que les mains à la Casino Royale dans les retransmissions de PT, etc. Regarder un EPT en direct, c'est difficile de voir les gens folder non-stop. Donc effectivement, c'est un petit peu moins adapté aux jeunes générations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à inventer. Alors, je ne connais pas GG Poker, mais gamifier le poker et le rendre plus social, moins compétitif, moins élitiste, ça fait partie des combats que j'ai eus il y a longtemps. Est-ce que tu peux justement, Pedro, expliquer ce que c'est l'idée de gamifier un jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous écoutent? Ouais, non, la gamification, c'est d'utiliser des mécaniques de game design dans un environnement non-jeu. Donc, c'est mettre des mécaniques de jeu, rendre fun là où c'est pas fun. Donc, normalement, tu ne gamifies pas un jeu parce qu'un jeu, par définition, c'est déjà fun. Il procure du plaisir. Donc, si on parle de gamifier le poker, c'est qu'il y a un problème avec le poker, c'est qu'il n'est pas assez fun. Je suis d'accord avec ce que disait Alex tout à l'heure. Oui, il y a des émotions, oui, il y a des choses fortes qui peuvent se passer au poker, mais on est très, 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 très loin des shoots de dopamine non-stop que tu peux trouver quand tu regardes League of Legends ou quand tu regardes un autre jeu qui cartonne à l'heure actuelle. Les shoots de dopamine, ils arrivent, mais un toutes les 4 jours. Donc, c'est pas assez puissant par rapport à la compétition, par rapport à tout ce que on peut regarder ailleurs. Le poker, c'est pas un truc qu'on irait regarder en premier. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à inventer, mais on n'y est pas encore. Alors moi je suis pas très d'accord dans l'ensemble avec tout ça. Alors en fait c'est parce que peut-être que j'ai mal compris la question, mais ici on a eu un prisme spectateur du coup que tu as développé, Pedro, enfin très spectateur, et forcément du point de vue du spectateur, c'est un prisme spectateur, hein, Batmax, hein. C'est pas un prisme joueur, c'est un prisme spectateur. Est-ce que c'est un jeu vieillissant? Ok, donc dans ce cas ça n'avait pas été, enfin je me souviens pas que ça ait été spécifié. Et si c'est l'angle spectateur, alors je sais pas si c'est vieillissant, le poker n'a pas spécialement évolué, alors peut-être en ça il a vieilli, mais effectivement, oui, du côté spectateur, c'est vrai. Du coup, dans ce cas-là, je rejoins complètement. Pedro, c'est plutôt pas très drôle à regarder. Il y a sûrement eu peut-être pas suffisamment d'innovation non plus pour entertainer un petit peu le poker quand tu es spectateur. Après, je veux nuancer un petit peu quand même. Le poker est vieillissant, mais aujourd'hui, le poker... comment dire, mais du coup ouais, non, je reprends l'angle non, personnel, mais je vais le développer quand même, mais tu vois le poker, alors déjà tu vois on en parlait il y a quelques instants sur la scène Twitch, qui est peut-être le média le moins vieillissant qui soit, qui est un des médias les plus fertiles, les plus jeunes, eh bien le poker se comporte de mieux en mieux, donc
c'est pas encore incroyable, c'est très loin de l'e-sport, évidemment, mais ça indique quand même qu'on est peut-être pas si chiant que ça dans le poker. Il y a peut-être moyen de nuancer. Après, aujourd'hui, le poker, on utilise des outils de plus en plus perfectionnés. Enfin, je veux dire, le jeu me paraît pas vieillissant. Au contraire, comme je le disais, on utilise des outils qui sont des véritables nouvelles technologies pour travailler notre jeu, etc., etc. Moi, je trouve que le poker, déjà, bon. Pour l'angle joueur, il n'est pas du tout vieillissant. Pour moi, il est passionnant et je vois pas du tout ça comme moins intéressant que le e-sport ou je sais pas quoi. Pour le côté spectateur, je suppose qu'on a quelques leaks là-dessus, qu'il y aurait sûrement moyen de développer des idées comme l'indiquait Pedro tout à l'heure, mais que je nuancerai quand même. On n'est pas si vieillissant que ça, c'est pas si chiant que ça. Après, je suis mal placé pour en parler parce que je regarde pas beaucoup de poker finalement à la télévision, etc. Mais encore une fois, je trouve que les indicateurs sont pas si mauvais. Sur YouTube, le poker ça marche. Sur Twitch, le poker ça marche. Ce sont des médias nouveaux, ce sont pas des médias vieillissants. Donc je reste pas aussi pessimiste, mais clairement, je pense qu'il y a énormément de leviers peut-être à actionner pour améliorer la chose. Guillaume. Ouais, enfin moi je rejoins assez Batmax. Je suis pas certain que le poker soit vieillissant. Je vois pas en quoi ça serait plus chiant de regarder un tournoi de poker qu'une étape du Tour de France par exemple. Ah mais le Tour de France c'est très chiant. Mais c'est trop bien le Tour de France. Ouais, c'est chiant à mourir le Tour de France. J'adore. Il y a rien de n'importe quoi. Ben non, c'est le meilleur truc ever. Je couperai ta vocale pendant que tu diras ça. Non. Mais non, je vois pas en quoi. Il y a qu'à voir dans la tête d'un pro fait des cartons de vues sur YouTube chaque semaine et les gens attendent l'émission chaque semaine de plus en plus. Il y en a beaucoup qui réclament même de nouvelles émissions de poker à la télé, etc. Donc je suis pas certain que ça soit vieillissant et que les spectateurs trouvent ça lassant. Enfin moi personnellement, ça me rebute pas de rester pendant plusieurs heures à regarder. Justement, c'est ça qu'il faut aussi dans le poker qui est intéressant, c'est de savoir chaque main, comment chaque joueur peut la jouer, parce que chaque joueur va la jouer différemment. Donc peut-être, même s'il fold toute la journée, on voit des joueurs folder tout le temps, on va se demander mais pourquoi ils fold. Enfin voilà, faut se poser la question de savoir pourquoi ils passent. Donc il y a toujours, c'est toujours bon à apprendre et à comprendre. Je pense que c'est un bon mécanisme aussi pour apprendre, c'est de regarder le plus de mains possible. Attends, je dis pas que c'est pas passionnant et intéressant intellectuellement et vivifiant. Je dis que comparé au shoot d'adrénaline des jeux de e-sports, ça tient pas la route. Par contre, bien sûr que c'est un jeu passionnant et intellectuellement intéressant. Mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de graphisme, il n'y a pas de tout ça, quoi. Mais je sais pas, je pense pas que ça soit. Ça manque peut-être effectivement de shoot d'adrénaline, comme le dit Pedro, mais après, quand tu vois qu'un joueur découvre une bonne paire ou quoi, je sais pas, c'est. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même un marché. Sur Twitch ça marche, sur YouTube ça marche. Je pense que les gens sont intéressés toujours par le poker. Donc moi je pense que si j'ai un avis, je dirais que pour moi il n'est pas vieillissant, quoi. Et c'est pas chiant à mourir à regarder du poker. Voilà. En plus, moi je suis pas trop d'accord avec Pedro parce que je trouve qu'il y a aussi une shoot d'adrénaline justement au poker quand les mecs deep run et que tu vois. Enfin, moi clairement, genre, je sais pas, Fortnite, Call of Duty, tous les trucs, moi ça me fait chier, ça m'intéresse pas. Donc forcément, je regarde, ça me fait chier. Vu que ça m'intéresse pas, le truc m'intéresse pas. Donc je vais regarder 5 minutes, genre, mais ça m'intéresse, je m'en fous. Des mecs qui butent d'autres mecs, franchement, je m'en fous. Par contre, le poker, peut y avoir, je sais pas, tu commences à suivre, même tu connais pas grand chose, je te dis, tu connais pas technique et tout. Tu vois. Lex Veldhuis en finale pour 1 million de dollars. Enfin, je te dis un truc au pif, tu vois, mais t'as ce côté, genre le mec qui deep run, il y a eu des milliers de joueurs, il deep run un truc où il y a une énorme somme à la gagne, où il y a un titre, même si on parle juste par exemple le WSOP Main Event, il peut être champion du monde à la fin et tout. Bah, même si tu connais rien à la technique, mais tu peux être absorbé totalement par le truc, quoi. À la fois pour l'adrénaline de combien il va gagner d'argent et à la fois pour l'adrénaline du titre de champion du monde. Donc bof, genre, je suis sûre qu'il y a des mecs qui viennent sur Twitch, là, franchement, c'est sûr que c'est ça. Lex Veldhuis, quand il a fait son deep run énorme sur Twitch, les gens, ils sont venus parce que il y avait 1 million à gagner. Ils se sont dit, est-ce que le gars va réussir à gagner 1 million? Et peut-être qu'ils connaissaient même pas les règles, tu vois. Et genre, c'est sûr que sur ces 60 000 spectateurs, il n'y avait pas que des gars qui connaissaient hyper bien le poker, puisque ça a fait mieux que plein d'autres trucs. Alors, il a aussi sûrement eu de la chance qu'il y ait personne en face
dans le milieu du e-sport, qui fasse un gros stream ou quoi, mais ça a vraiment fait des... Et je suis sûre que tu peux retrouver ce côté adrénaline, tu peux le retrouver au poker. Donc ça peut vraiment marcher sur ces formats-là. C'est dur à mettre en place en fait, parce que si c'est d'un point de vue spectateur vieillissant, je sais pas si c'est vraiment le mot, parce que le problème c'est ça n'a jamais été sexy à mettre en avant le poker, et pour le faire intéresser à des gens qui sont pas aficionados du jeu. Mais pas toi, par exemple, en live, t'as tenté des trucs, t'as tenté des nouveaux trucs, tu vois, quand quand on faisait avec Chili Poker, qu'on organisait le WPT à Marrakech, il était question de mettre une table télé, etc. Bon, après, au-delà du fait que réinventer WPT, c'est dur, mais réinventer une façon de filmer le jeu, tu vois, une partie avec des gens qui sont pas forcément connus, et même si on en prend des connus, c'est pas pour autant que ça sera plus intéressant. Rendre le poker sexy face à même des Fortnite ou autres, où là tu as une action immédiate et un truc direct, c'est pas facile. Même le foot, moi je suis pas du tout aficionado de foot, mais quand je connais pas vraiment la moitié des règles, mais quand il y a un gros match ou un truc, je regarde parce que tu es pris par l'action, même en connaissant la règle de base de mettre un but, tu te prêtes au jeu. Le poker, si t'as pas quelqu'un qui t'explique toujours à côté pour t'expliquer l'action, ce qu'un tel veut faire, ce que l'autre voit, etc., c'est dur. C'est dur de le rendre sexy, quoi. Donc en ça, ça fait longtemps que les gens les plus intelligents en télévision et tous médias y réfléchissent, mais c'est dur à faire. Et au-delà du fait que, par contre, je reviens sur la jouabilité 2 minutes de GG Poker, c'est vrai que eux, pour le coup, c'est plus top à jouer parce qu'ils ont rajouté tout un tas de petits add-ons où tu peux jeter les tomates à tes adversaires. C'est 888, ça. C'est pas GG. Non. Tu peux pas jeter des trucs. Pokio, pardon. Non, c'était sur Pokio que je testais hier soir. Tu peux le faire sur PokerStars maintenant. PokerStars.com, ouais, depuis quelques jours ils ont fait ça. C'était 888 qui faisait ça pendant très longtemps. Et GG, c'est plus d'autres petits trucs, mais ça, encore une fois, c'est pour l'expérience joueur, c'est pas l'expérience spectateur. Déjà, si ça s'anime un peu, même pour le spectateur, c'est plus sympa. Exactement. Donc, c'est un exemple, c'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Voilà, exactement. Essayer de trouver des axes de développement qui sont un petit peu différents de ce qu'on connaît jusqu'à présent, et qui rendent le jeu plus intéressant quand tu tombes dessus par hasard et que tu n'es pas forcément intéressé au poker. Si je tombe sur une partie de bridge demain à la télé, même s'il y a 10 millions à gagner, est-ce que ça va intéresser si je ne connais pas les cartes, alors que le jeu est super prenant, que les mecs qui sont en train de le faire, ils sont à fond dessus. Mais si je ne connais pas plus que ça ne va pas me captiver parce qu'il va relancer ou parce qu'il va faire une dodge, je sais pas quoi. Donc voilà. Mon avis sur ce jeu vieillissant. Eh bien écoutez, je vais conclure ce dernier débat. Je pense que vous l'avez compris. Le Tour de France, c'est chiant. Non, c'est trop bien le Tour de France. Quel enfer. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode de 4 débats et un déconfinement. C'était passionnant, c'était accroché, on a appris énormément de choses, des nouveaux mots grâce à Batmax et à des nouveaux auteurs grâce à Pedro. On a aussi découvert d'ailleurs que Batmax, quand il n'a pas d'avis, il peut vous le dire pendant au moins 15 minutes. Et ça, c'est pas évident à faire. Mon Pedro, merci beaucoup d'être venu, mon ami. Où est-ce qu'on te retrouve aujourd'hui? C'est quoi ton actualité? L'actualité, c'est comme tout le monde, une entreprise en difficulté parce qu'évidemment, pendant la crise, c'est un peu compliqué, mais globalement, on fait de l'intelligence collective pour les grandes entreprises. On fait aussi pour les moins grandes entreprises, pour les aider dans leur stratégie au quotidien, leur trouver une mission, une raison d'être plus noble que simplement faire du profit et montrer que c'est pas incompatible d'être écologique, social, capitalistique, bon pour la planète et faire du profit. Et si on veut te retrouver alors sur il y a quoi? C'est où le nom de ta boîte? Citizen.com, SYTIZEN. Parfait, mon Pedro. Mon Guillaume, toi en ce moment sur ces news sport là, ça a dû être long pendant un moment de faire des news là. Ouais, oui et non, parce qu'il se passait toujours quelque chose avec les annulations, etc., le report, les reprises, les éventuelles reprises. Donc
on a été pas mal occupés quand même. Hein. Puis bah, là, maintenant, ça commence à reprendre petit à petit. Donc non, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Guillaume, d'ailleurs, que si vous ne connaissez pas, avec qui je suis devenu ami, parce qu'en plus, Guillaume, il a, lui, le bon goût d'être dans un grand média généraliste et de mettre en avant le poker. Merci de rectifier le tir. Voilà. Eh bien, enfin, en même temps, il n'y en a qu'un, c'est lui. Ça qui fait pas beaucoup. Bon, Alex, bon, alors, j'allais te dire, on va pas te retrouver donc tout de suite pour les DSO. Mais le reste de l'actualité, c'est quoi? Car tu as de multiples talents. Hélas, ouais, ben là j'ai un jeu que je vous invite à télécharger et à me dire tout ce qui vous plaît pas dessus. Je sais pas si vous connaissez le Duplicate Poker. Format Duplicate, grosso modo, c'est jouer dans des compétitions internationales de bridge et de Scrabble, et c'est reprendre jouer les mêmes configurations de main sur plusieurs tables, hein, de façon à voir ce que les joueurs qui sont assis aux mêmes tables, aux mêmes places, pardon, vont avoir comme résultat différent les uns par rapport aux autres. Il y avait un site qui était sorti là-dessus sur le poker qui n'avait pas du tout marché parce que c'était payant et parce que forcément il y a des problèmes de collusion ou de triche évidents, mais j'en ai sorti une version gratuite donc voilà, ça s'adresse plutôt aux joueurs récréatifs. Et c'est pour jouer des mains qui ont déjà été jouées face à d'autres joueurs connectés et voir si on peut gagner plus ou perdre moins que d'autres joueurs. On peut s'affronter à Benjamin Pollack ou à ou Quentin Lecomte, voir si vous êtes meilleur que Quentin Lecomte ou pas. Qui adore le Tour de France. Hein. Qui adore le Tour de France aussi. Donc normalement, vous allez lui mettre une branlée. Et ça s'appelle Replica Poker, c'est disponible depuis 2 semaines. C'est que la version 0, donc il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Mais n'hésitez pas à le télécharger et à me faire part de vos commentaires. Ok. Bon, Mad Max, je vais lui faire sa pub à lui-même, messieurs, dames. Vous voulez le meilleur du conseil, le meilleur du coaching, que ce soit en spin, en MTT ou en cash game, vous allez sur Spin for Win. Est-ce que c'est pas bien fait, ça, mon Batounet? Je n'ai rien à ajouter, c'est parfait. En attendant, vous allez sur Poker Report pour lire le meilleur de l'interview et du reportage poker. Les amis, merci infiniment d'avoir accepté. C'était un plaisir de vous avoir. On se retrouve normalement d'ici un mois pour refaire la même émission et dire exactement l'inverse de tout ce qu'on vient de dire. Merci à tous de suivre l'émission. C'est toujours un carton. C'est un énorme carton. Et bien, ça nous fait extrêmement plaisir. Surtout à Florence et moi qui ne gagnons absolument pas €1 sur ce projet. On vous fait un gros bisou. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup.